Le début de l'année 2014 aura été marqué par le fameux pacte de responsabilité de François Hollande et sa main tendue aux entreprises. Un tournant qui se caractérise par toute une série de promesses fiscales, 30 milliards de baisse de charges sur le travail, une modernisation de l'impôt sur les sociétés et une diminution du nombre de taxes sur les entreprises. Alors pour décrypter ce changement de cap et la portée de ce changement de cap, j'ai invité Alain Tranois. Bonjour Alain Tranois. Bonjour. Alors vous êtes directeur d'études à l'EHESS et directeur de Aix-Marseille School of Economics. Alors pendant la campagne présidentielle, vous aviez publié un livre, Il faut une révolution fiscale, c'était le titre. Est-ce que le grand soir est arrivé? Alors, je voudrais juste commencer par dire que la tâche des politiques est très difficile parce qu'il y a en fait trois enjeux autour de la fiscalité. Le Alors, premier, lesquels? c'est le rétablissement des comptes publics. Le second, c'était, en tout cas en 2012, le rétablissement d'une certaine progressivité et d'un plus grand équilibre entre la taxation du travail et la taxation du capital. Et le troisième, c'était l'enjeu de compétitivité et la contribution que pouvait apporter une dévaluation fiscale à cette compétitivité. Alors ces promesses en matière de compétitivité, par exemple, qu'en dites-vous? Alors, je crois que quand on parle de tournant, le vrai véritable tournant pour François Hollande, ça a été le rapport Gallois et le CICE. Donc fin 2012. Pourquoi? Parce que dans sa campagne, quand vous regardez son programme, la notion d'évaluation fiscale n'apparaît pas. La question de la compétitivité de l'économie française, en tout cas, est plutôt mise sur tous des aspects hors coût, la qualité des produits, le marketing, etc., l'innovation. Et donc, ça a été, je dirais, avec le rapport Gallois, une prise en compte de l'aspect coût dans la dégradation de la compétitivité française. Donc c'est ça le vrai tournant? À mon avis, c'est À le vrai votre sens? tournant. C'est le vrai tournant et on peut le démontrer qualitativement, comme je viens de le faire, mais aussi le démontrer quantitativement. Pourquoi? Parce que la baisse des charges du CICE, ça va représenter en 2014 autour de 10 milliards, en 2015 autour de 10 milliards également, donc on sera à la fin de 2015 à 20 milliards. C'est quoi la grande annonce de François Hollande? C'est de dire, eh bien, à la fin du quinquennat, on sera à 30. Alors là, il y a une petite ambiguïté d'ailleurs, parce que est-ce qu'on sera à 30 En comptant les économies d'avant? En comptant, alors non, il a toujours dit que ça ne serait pas fromage et dessert, hein, ça serait le dessert sans fromage, et donc il y aurait disparition sans doute du CICE, qui est un mécanisme assez compliqué, au profit simplement d'une baisse des charges. Mais il faut souligner que, et ça a été noté aussitôt par les analystes, que s'il y a une baisse des charges, il va y avoir une augmentation de la rentabilité des entreprises qui va, qui va se traduire normalement par une augmentation de l'impôt sur les sociétés. Donc, si on regarde simplement le rythme, 10 milliards en 2014, 10 milliards en 2015, et c'est pratiquement 2 milliards en 2016, et fin 2016, eh bien, quelques mois après, il y aura l'échéance présidentielle suivante. Et donc, c'est simplement prolonger la tendance. Et 30 milliards, c'était exactement le chiffre qu'avait proposé le rapport Gallois. Simplement, il l'avait proposé, je dirais, au début, je dirais, dès 2012, et plutôt en une seule fois. Et vous pensez que toutes ces baisses des charges auront un effet sur l'emploi notamment? Alors, je crois qu'il faut replacer, avant de vous répondre immédiatement, il faut replacer l'idée du pacte de responsabilité en disant en quoi est-ce que ces baisses des charges pourraient être bénéfiques pour les entreprises et pour l'économie. Donc, elles pourraient être bénéfiques si il y a une relance de l'investissement, si les entreprises reconstituent leur stock pour celles pour lesquelles le stock serait relativement bas, le niveau du stock serait relativement bas. Ça serait également un élément important disons, au niveau du carnet de commandes, si les entreprises consentent, disons, des baisses des prix à l'export pour regagner des marchés. Et puis, évidemment, ou pour prendre des marchés qu'elles ne prenaient pas, et donc par là même remettre, je dirais, réaugmenter la masse de leurs employés, le nombre de leurs employés. Mais donc un effet bénéfique sur l'emploi possible. Il y a un effet bénéfique sur l'emploi, mais je dirais qu'il y a deux utilisations
qui serait relativement néfaste, en tout cas qui n'apporterait pas les effets macroéconomiques voulus par François Hollande, c'est d'une part la thésaurisation. Vous mettez ça en réserve pour l'entreprise, ce gain de profitabilité, et vous placez ça sur des marchés, marchés d'obligations. Ou dans l'immobilier. Etc. Et puis, deuxième, disons, utilisation de cette manne, qui ne serait pas extrêmement profitable pour l'économie française, ça serait de la distribuer en dividendes aux actionnaire. Et donc, il me semble que l'enjeu du pacte de responsabilité, c'est plutôt de fermer ses portes et de laisser libre l'entreprise, essayer de voir en fonction de ses opportunités, de savoir si elle doit relancer sa recherche et développement, relancer ses investissements, consentir des baisses de prix pour gagner des marches à l'export, etc. Alors, allez-y. Et donc, il me semble que l'idée du pacte de responsabilité, c'est l'idée de plutôt, en disant il faut essayer de faire en sorte que les entreprises ne choisissent pas des voies assez faciles qui seraient la rémunération de l'actionnaire et la thésaurisation. Il me semble que le pacte de responsabilité doit plutôt porter là-dessus et de voir comment, à travers le dialogue social, eh bien, on peut mettre ça en musique. Alors François Hollande a aussi parlé d'une modernisation de l'IS, je l'évoquais en société. Qu'est-ce que vous avez compris? Parce que modernisation, finalement, ce terme, il est assez flou. On peut entendre, par exemple, une convergence avec l'Allemagne aux alentours de 30%. Qu'en pensez-vous? Alors, il faut partir du point de départ. Le point de départ, c'est qu'on a un taux facial de l'IS qui est relativement élevé. L'un des plus élevés, ou le plus élevé d'Europe. Mais quand on regarde les recettes d'IS, eh bien, elles sont relativement faibles. Et on est très loin d'être le champion des recettes fiscales de l'impôt sur les sociétés. Alors, ça veut dire soit que les entreprises françaises ne sont pas très profitables, ce qui est sans doute vrai, et ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de niches fiscales sur l'IS et qu'en fait, c'est une assiette qui est trouée. Et donc, ce que recommandent les économistes, et il semble que sur ce terrain, ils aient trouvé une oreille attentive, ça serait de diminuer le taux facial, mais d'augmenter la base en réduisant les niches et les façons, disons, d'échapper à l'IS. Et est-ce que toutes ces annonces vous paraissent techniquement réalisables ou est-ce qu'on s'engage dans la mise en place d'une nouvelle usine à gaz en rétropédalant? Qu'en pensez-vous là encore? Alors, s'il y a une usine à gaz, c'était le CICE. Et donc là, on va, qui était évidemment à l'instigation de ce gouvernement, donc on va supprimer, je dirais, cette complication pour revenir simplement à une baisse des charges. Donc c'est un élément de simplification. Mais si vous me posez la question qui est plus importante, c'est est-ce que tout ça c'est financièrement possible? Parce qu'il faut bien voir que j'ai parlé au départ du fait qu'il y avait 3 objectifs. L'objectif de progressivité qui a été, on pourra en reparler tout à l'heure, qui a été en particulier atteint avec toutes les hausses d'impôts qui ont plus porté sur les riches et sur le facteur capital. Tout va dépendre des économies dans la dépense publique en fait. Mais il reste ces 2 objectifs qui sont un peu concurrents, au moins, je dirais, dans l'utilisation dans la façon dont la réforme fiscale peut être pensée, c'est-à-dire rééquilibre des comptes publics. On s'est engagé vis-à-vis de la Commission européenne à cet égard à hauteur d'une réduction substantielle du déficit public. Et maintenant, financement de cette dévaluation fiscale. Et on voit bien que là, il y a une tension. Quelle est la partie des économies qu'on va faire sur le budget de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités locales qui va être attribuée à la réduction des déficits budgétaires, comme on l'a promis à Bruxelles, et la part qui va être attribuée à la diminution de la taxation sur les entreprises. Et là, pour l'instant, je dois dire qu'on ne sait pas exactement. Sinon que François Hollande a dit les 30 milliards, ça sera uniquement financé par des réductions de charges. Non, les 30 milliards, pardon, excusez-moi, les 30 milliards de diminution de la taxation sur les entreprises, ça sera uniquement financé par des réductions de dépenses. Sauf que
La première année, en 2014, ça a été financé par la TVA à hauteur des 2/3. Que l'année 2015, il y a la taxe carbone dont on va parler, qui en 2016 doit rapporter 4 milliards. Donc je dirais que si on prend l'ensemble des informations dont on dispose aujourd'hui, on a pratiquement un tiers des 30 milliards qui est en fait financé par un accroissement des impôts sur les ménages. Donc je dirais qu'entre ce qui est affiché et ce qu'on peut voir dans les comptes, eh bien, il y a, je dirais, un certain écart. Et donc, il faudra voir à l'arrivée quel est l'exact partage qui a été choisi sur l'utilisation des dépenses, des économies sur les dépenses de l'État et des autres acteurs publics. Alors Alain Tranois, vous avez évoqué la fiscalité verte, justement, cette remise à plat fiscale. Est-ce qu'il faut aller plus loin et intégrer d'autres éléments que la taxation des entreprises? Sur la fiscalité verte? Oui. Alors, la fiscalité verte, je rappelle que donc, la taxe carbone a été enclenchée. A été votée, en tout cas, début 2014. ce qui a été voté, c'est une base carbone. Ça a été, je dirais, une innovation et il y a une véritable astuce technique qui a été de dire, plutôt que de réinventer un impôt, on va prendre un impôt existant, qui est la TIS, l'ancienne TIPP, et on va décomposer la base en deux, une base carbone et puis une base qui sera un résidu. Et donc, en 2014, il y a une augmentation uniquement pour le gaz et pour le fioul. Et donc, ce n'est pas encore apparu d'une manière manifeste. Mais en 2015 et en 2016, il va y avoir une hausse assez considérable puisqu'on va passer à pratiquement 0 de recettes fiscales à 4 milliards de recettes fiscales. 4 milliards qui vont peser pour les 3/4 sur les ménages. Et en particulier sur des ménages relativement pauvres. Donc les ménages sont les perdants finalement de ce tournant présidentiel, si on peut l'appeler ainsi? Alors, un éclairage d'abord sur le long terme. C'est que quand on parle des impôts sur les entreprises, impôts sur les ménages, à moyen terme, les impôts ils sont toujours payés par les ménages. Donc la bonne distinction, c'est suivant le niveau de revenus, et l'autre bonne distinction, c'est revenu du travail, revenu du capital. Et puis, est-ce qu'on a une capacité d'exporter l'impôt vers des non-résidents, des gens qui sont extérieurs de France. Donc c'est ça la bonne distinction. Et ça, c'est pas toujours malheureusement bien compris dans le débat vous êtes là public pour remettre et dans les le débat choses en social. place. Donc je dirais que la bonne question, c'est de savoir qui, parmi les ménages, subira in fine l'impact de ces, alors à la fois baisse de dépenses publiques et baisse de charges, et donc augmentation des impôts qui... et donc pour vous, ce seront les ménages les plus modestes, à vous entendre? Non, ce que je veux dire, c'est que François Hollande n'a pas beaucoup communiqué sur, je dirais, ce qu'il a fait au début du quinquennat. Qu'est-ce qu'il a fait au début du quinquennat? Il a rétabli la progressivité de l'impôt sur le revenu, il a rétabli l'égalité et même fait plus que ça. Maintenant, les revenus des capitaux, pas les revenus immobiliers, mais les revenus des capitaux, les revenus des capitaux financiers sont maintenant plus taxés. Si vous ajoutez la CSG, le CRDS, une autre cotisation, qui est une cotisation sociale qui est du même type que la CSG, plus le passage à travers le barème de l'IR. Donc actuellement, il y a une taxation a priori plus lourde sur le capital que sur le travail. Donc il est allé, je dirais même au-delà non pas de ce qui peut être considéré comme juste, parce que c'est quelque chose de différent, les revenus du capital et les revenus du travail sont quand même assez différents, mais on a maintenant une imposition plus lourde et on est, me semble-t-il, à un cas relativement unique en Europe. Eh bien Alain Tranois, merci pour ce décryptage. À vous entendre, peut-être que le vrai tournant aurait eu lieu en novembre 2012 avec le rapport Gallois. Ça mérite d'être dit. Merci d'être venu mettre les choses en place sur Xerfi Canal. Merci. Merci.